dans cette édition consacrée à Africa Politicum, première édition. Dans cette édition, je vous parle du focus sur la crise politique camerounaise. Alors, il faut savoir que le Cameroun est un pays situé dans l'Afrique centrale, avec pour pays voisins le Nigeria, le Tchad, le Gabon, la Guinée, la République centrafricaine. C'est un État très riche en ce qui concerne les ressources minières et aussi en ce qui concerne les ressources culturelles. Il faut savoir qu'au Cameroun, on parle plus de 256 langues. Ça veut dire que le Cameroun est un pays extrêmement riche en culture, raison pour laquelle la plupart des grands ethnologues ont fini par appeler le Cameroun l'Afrique en miniature. Le Cameroun essuie depuis des années une crise qui dure et qui perdure parce que le Cameroun, après la Seconde Guerre mondiale, a été donc rétrocédé à des pays comme l'Angleterre et la France. Donc ceci a donc bipolarisé le Cameroun, faisant de lui un pays au même titre que le Canada, francophone et anglophone. Comment est-ce que ces deux grandes parties ont vécu ensemble jusqu'aujourd'hui? Voilà en quelque sorte ce qui a entraîné le Cameroun vers une crise. Ceci sera la première étape donc de notre présentation. Peut-on réellement parler donc de crise au Cameroun? Oui, on peut parler de crise au Cameroun parce que le Cameroun, depuis 1960, époque de l'indépendance, a essuyé des crises répétitives. Ceci n'annule pas ou bien ne met pas en équivoque la crise qui a sévi au Cameroun avant la période, avant l'indépendance, l'acquisition de l'indépendance, c'est-à-dire de 1950 à 1960. C'est la période que nous appelons nationaliste, c'est-à-dire c'est une période qui a permis au Cameroun de se battre pour acquérir son indépendance. Et même si l'acquisition de l'indépendance n'a pas forcément répondu aux critères de ceux-là qui étaient sortis, notamment l'UPC, pour revendiquer l'autonomie et la liberté totale du Cameroun. Donc nous reviendrons là-dessus plus tard dans une autre édition consacrée au combat contre la colonisation au Cameroun avec le parti UPC, premier parti politique du pays, avec des figures emblématiques telles qu'Oumniobé, Ruben Oumniobé de son nom complet, Félix Moumié, etc. Donc, on peut parler de crise au Cameroun. Donc, pour ce qui nous concerne, nous allons parler d'une période bien déterminée, celle de 2014 à 2020. Voilà, donc les éléments pour lesquels on peut parler de crise économique au Cameroun, de crise au Cameroun, c'est déjà la bipolarisation du Cameroun en ce qui concerne les deux grandes langues, le français et l'anglais. D'autre part, les problèmes d'ordre politique liés à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'acquisition de l'indépendance du Cameroun. À cela, comme le dit Pierre Deltombe dans son ouvrage Le Cameroun, l'acquisition de l'indépendance à ceux-là qui voulaient le moins l'indépendance du Cameroun. Et ceci a donc lentement entraîné le Cameroun vers un conflit parce que, génération après génération, les dirigeants ont utilisé les acquis financiers et en termes d'armes pour se garantir le monopole à la fois du pouvoir et des moyens financiers de l'État camerounais. Aujourd'hui, l'État camerounais, l'État camerounais face au peuple est en train de se confronter en réalité un changement de génération, un conflit générationnel. Donc, les rappels sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure en parlant déjà de la période coloniale, la période d'acquisition de l'indépendance et aussi avec le conflit qui oppose les deux grands groupes culturels du Cameroun, à savoir les anglophones et les francophones. Les particularités culturelles du Cameroun sont déjà que le Cameroun aujourd'hui compte plus de, on va dire presque 300 groupes culturels, parce que c'est pas clairement évoqué. Le nombre en termes de chiffres, en termes statistiques, c'est difficile de le faire parce qu'au Cameroun, l'Institut national des statistiques n'est pas encore à même de nous donner des chiffres clairs à ce niveau-là. Donc, sur le plan culturel, le Cameroun regorge beaucoup de cultures et ces cultures ont ceci que elles représentent l'Afrique en quelque sorte d'une façon miniaturisée.
Et ceci dit qu'il y a plusieurs façons de voir le monde, plusieurs façons d'interpréter la politique. Et après l'acquisition de l'indépendance, le Cameroun a subi d'énormes sévices en laissant donc entrer des acteurs politiques qui favorisaient donc le népotisme et le tribalisme. Cela donc a obligé au Cameroun d'avoir des mécanismes de corruption pour ne pas tomber dans la défaveur, dans la disgrâce de ceux-là qui sont au pouvoir. Beaucoup sont obligés donc de faire des courbettes pour eux aussi entrer dans le cercle de pouvoir, aussi avoir donc des moyens de soutenir leur petite communauté. Et c'est ça qui a créé donc sur le plan culturel des éléments communautaires au Cameroun. L'élection présidentielle de 2018. L'élection présidentielle de 2018, en quelque sorte, est la cristallisation même du mal-être camerounais. Parce que tout ce que j'ai évoqué plus haut, en fait, permet de comprendre que le Cameroun, à un moment donné, devait choisir soit d'engager la lutte générationnelle qui était la sienne, c'est-à-dire de changer de paradigme, de changer de façon de voir la politique camerounaise et de remettre le prolétariat camerounais et la classe moyenne camerounaise dans le processus de gestion de leur pays. Et vous savez bien que l'élection présidentielle à ce moment est la clé de voûte qui permet à chaque citoyen de donc donner sa voix, son OK ou son non à la suite ou bien à la politique de gestion de son pays. Donc, l'élection présidentielle de 2018 était très importante parce qu'elle mettait dans un exergue le mal-être camerounais. On a vu les Camerounais sortir donc massivement voter pour voter des candidats qui permettraient au Cameroun d'avoir une politique nouvelle. Parmi ces candidats, il y avait le professeur Maurice Kamto, le jeune candidat de l'époque, Kabra Libi, Matomba, aussi Joshua du SDF, dont ces partis respectivement MRC, Mouvement Univers qui était celui de Kabra Libi, et celui de Matomba, le PUS. Donc, voilà, des mouvements comme ça qui avaient permis aux jeunes Camerounais, représentativement 70% de la population camerounaise, qui ont décidé de choisir une autre personne que celle du président sortant Paul Biya. La crise donc post-électorale donc, qui est née après résulte du fait que le professeur Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a proclamé au soir des élections, c'est-à-dire le 9, le 7, le 8 octobre, et désolé pour la précision, le 8 octobre, il a fait une sortie dans laquelle il a fait une allégorie parlant d'un pénalty qui aurait été tiré, représentant ainsi la victoire du MSC à l'élection présidentielle. Il faut comprendre que ceci apparaît dans un contexte particulier parce que au soir des élections déjà, on note ça et là des trucages, des tricheries, des manœuvres de bourrage des urnes. Et dans le monde entier, les Camerounais sont en train de s'émouvoir, sont en train de bouillir de colère. Et tous les bureaux de vote commencent à signaler des problèmes. Pour la petite histoire, du côté du Gabon, il y a eu même interruption formelle, pure et simple même, de l'action des électeurs sur le terrain parce qu'il y avait eu des bourrages d'élections. Il y a des personnes qu'on a trouvées avec plusieurs cartes d'identité dans la main qui leur permettaient de mettre plusieurs voix au compte du RDPC. Au Cameroun, à l'ouest particulièrement, des chefs de village, comme Sa Majesté Soukounjou de Bamindjou, a été obligé de monter au créneau pour mettre un peu de l'ordre de sorte que la corruption et le bourrage des urnes ne se fassent pas de façon flagrante, parce que c'était le cas. Des chefs de village qui imposaient à leur population de voter le RDPC en contrepartie du pain sardine, ce qui d'ailleurs va devenir plus tard un symbole même de l'opposition au système Biya. Dans les mêmes villages, les adultes, des personnes du troisième âge, des personnes âgées, à un âge assez avancé, recevaient uniquement des bulletins de vote du RDPC. Donc, autant d'actions qui avaient déjà permis à l'opinion camerounaise nationale et internationale
de mettre donc en doute une quelconque victoire prochaine de Paul Biya favorisait donc la sortie du professeur Moïse Kamto, qui confirmait donc par l'allégorie du penalty marqué sa victoire et donc la victoire du peuple contre la dictature de Biya qui était déjà vieille de 37 ans. À côté de cela, il faut ajouter une autre fraude qui était dans ce contexte-là au niveau national. Ça veut dire que c'était une trahison, un acte de trahison tout simplement parce que l'État du Cameroun, avec le RDPC et les ministres en place, et l'ECAM, qui est le système électoral au Cameroun, qui est l'organisation, l'organe qui se charge de l'organisation des élections au Cameroun, et l'ECAM, avait invité des scrutateurs, des observateurs, dit-il, internationaux, pour venir donc s'assurer de ce que les élections se passeraient bien. Sauf que quelques heures plus tard, il a été donc vérifié, confirmé que ces observateurs n'étaient autres que de touristes français qui étaient sur le territoire camerounais et qui avaient donc joué un rôle de cinéaste dans la scène politique du Cameroun et avaient donc, pour ainsi dire, avec leur discours, fait croire que l'élection s'était passée dans la plus grande quiétude. Donc, la crise post-électorale dans ce contexte du MRC est née après la sortie du professeur Moïse Kamto qui avait revendiqué sa victoire. Les membres du gouvernement, tels que le ministère de l'administration territoriale à Tangandi, avaient fait une sortie avec le ministre de la communication, à l'époque Issa Tirouma, pour donc sommer le MRC de vite rentrer dans les rangs, sinon il encourait une suppression. Donc, les réseaux sociaux, donc, à ce moment, étaient très, très, très importants parce que ils ont permis déjà aux Camerounais de déterminer leur identité. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, notamment le professeur Eric Mathias Ounanguini, avait lancé une campagne de clanisation, permettez-moi l'expression, en utilisant des expressions comme tontinard, qui avait été confronté sur les réseaux sociaux à une expression sardinard, parce que ce sardinard, comme je vous ai dit tout à l'heure, la sardine était remise en contrepartie à ceux-là qui soutenaient le RDPC. C'était généralement l'usage d'un pain et d'une sardine. Donc, en contradiction donc à l'expression tontinade, parce que Mathias Eric Odanguini, le professeur, utilisait l'expression tontinat zélote. Et pour répondre à cela, les internautes, donc camerounais sur les réseaux sociaux, ont commencé à utiliser l'expression de sardinat pour dire, donc dénoter le fait que ceux qui soutiennent le président sortant Paul Biya ne le soutenaient pas réellement pour ses objectifs politiques, pour ses idéologies, par contre pour obtenir du pain et de la sardine, ce qui faisait d'eux des Camerounais pas vraiment citoyens, pas à mesure de critiquer une opinion politique sérieuse. Donc voilà, c'était une question d'identité camerounaise qui se mettait donc en jeu. D'autre part, il y a aussi dans ce débat quelque chose de négatif. Négatif parce que la bipolarisation entre tontina et sardina n'inclut donc pas forcément le reste de la communauté culturelle camerounaise. Ça veut dire que le tontina en réalité est la cristallisation ou bien la transposition d'une classe particulière camerounaise, d'un groupe culturel particulier du Cameroun, c'est les Bamileke, qui sont en quelque sorte les proches parents géographiques du professeur Moïse Kamto, président du MRC. Alors, en parlant de tontina, pour ceux-là qui sont contre le MRC ou contre la victoire du MRC, on parle ipso facto du Bamileke. Et il y a donc des expressions comme celle de Joseph Oona qui avait réussi à dire qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Et c'est cela qui, en contradiction avec les Sardinats, qui détermine donc l'origine culturelle ou géographique des personnes comme Mathias Eric Onanguini, Joseph Oona, qui sont des Écans, c'est-à-dire des ressortissants de la forêt du Cameroun, en quelque sorte, amène donc une bipolarisation du Cameroun. Ça veut dire une exclusion du reste des Camerounais. On ne voit donc pas dans l'expression tontina des Sawa, on ne voit pas dans l'expression tontina
des Mundans, des Tupuri et consorts, on voit le Bamileke. Dans l'expression Sadina, on ne voit pas, par exemple, les Lembo de Konsamba, on ne voit pas les Mboro, les Manding. Il y a beaucoup de populations du Cameroun qui ne sont pas représentées. C'est donc une bipolarisation du Cameroun qui implique une exclusion du reste des Camerounais. Voilà ce que, personnellement, je trouve de négatif dans cette bipolarisation du Cameroun à travers l'expression Tontina et Sardina. Alors, ce qu'il y a de positif dedans quand même, c'est que ça a permis à beaucoup de Camerounais originaires de l'Ouest Cameroun, il faut comprendre que sur le plan historique, l'Ouest Cameroun a été en quelque sorte la pierre dans la chaussure des colons. Et c'est pour ça que beaucoup de Français estimaient que la population bamileke était une population qu'il fallait mater. Plus besoin de rappeler ici que l'usage du napalm a été fait au Cameroun dans la partie de l'Ouest, dans la région de l'Ouest, parce que c'est une population qui est restée accrochée à ses valeurs historiques, à ses dieux. Elle est restée pratiquement animiste d'une certaine façon avec les rituels. Et cela gêne parfois parce que le Bamileke ne s'attache pas à une modernité occidentalo-française, mais elle s'attache à un changement très lié à nos valeurs intrinsèques, au principe du lakam, au principe de la tradition Bamileke. Et le Bamileke comme tel donc était vu comme quelqu'un qui était un conservateur, mais pas un conservateur averti compte tenu du néocolonialisme qui sévit dans le monde, mais était vu comme un grec, une expression ici entre guillemets pour dire que ce sont des personnes qui étaient attirées frénétiquement par l'envie du gain financier. Et c'est pour ça que plus tard, un ministre ressortissant de la même région de l'Ouest va finir par faire une comparaison malencontreuse entre le Bamileke et les Juifs qui avaient auparavant vécu en Allemagne. Et parlant de cela, il faut comprendre que beaucoup de Bamileke au Cameroun, le peuple Bamileke est considéré comme étant des Juifs d'Afrique ou bien du Cameroun. Donc, le point positif, c'est que les Bamileke ont donc, à travers cela, gagné en responsabilité, gagné en autorité, gagné en confiance en soi. Ils ont commencé à assumer leur culture et en la proclamant et en l'acceptant et en s'acceptant eux-mêmes comme tels. Donc, maintenant, le Cameroun et sa diaspora. Il faut comprendre que le Cameroun et sa diaspora, partant de ce que je viens d'évoquer, a eu des rapports très polémiques parce que le Cameroun, quand je parle du Cameroun ici, je parle de l'État. L'État du Cameroun et la diaspora ont connu une rupture très, très, très agressive parce que tout ceci, la bipolarisation du Cameroun, comme je vous ai dit, les actions menées contre la personne du professeur Maurice Kamto, parce qu'il faut rappeler que le 26 janvier de la même année, après la crise électorale, le gouvernement, à travers des personnes comme Atangandji, le ministre à la Sécurité nationale, celui à la charge de la délégation nationale de la sécurité nationale, celui à la charge de la sécurité nationale, Mbagangele Martin, ont arrêté le professeur Maurice Kamto, ont tiré sur des citoyens qui marchaient pour protester contre le hold-up électoral, c'est-à-dire la victoire volée du professeur Maurice Kamto, ont arrêté plein de personnes. On parle de près de 400 personnes répertoriées. Alors, la diaspora camerounaise a réagi en attaquant les ambassades du Cameroun dans la diaspora, notamment celle de Paris et de Berlin. Partant de là, il y a une rupture avec le Cameroun et la diaspora, tant sur le plan politique que sur le plan social. Donc, d'aucuns estiment qu'il n'était pas envisageable, il n'était pas nécessaire de saccager les ambassades du Cameroun, de salir de ce comportement délinquant, comme je cite ces personnes, les institutions de l'État camerounais. Cependant, du côté de la diaspora, la plupart des activistes ont décidé de boycotter, saboter, nuire au séjour à la fois des politiciens, mais de ceux aussi artistes, membres de la société civile qui soutiennent le gouvernement ou bien qui soutiendront le gouvernement
illégitime qui était devenu celui de Paul Biya. Donc, je résume. D'une part, nous avons eu la bipolarisation du Cameroun avec l'expression Tontina et Sardina. L'expression Tontina et Sardina avait comment dire, à la fois des points positifs et négatifs. Positifs parce qu'il a permis à des Camerounais aujourd'hui de remettre leur identité en avant. Négatif parce qu'il a bipolarisé le Cameroun et ainsi écarté de ce problème national d'autres parties qui représentent l'État Cameroun, tels que le Grand Nord, le littoral. Vous voyez, c'est cela qui a éloigné les autres cultures du jeu politique actuel, incluant uniquement les Bamileke et les Ekans. Donc voilà. La base, quant à elle, la brigade anti-sardinate, qui est la cristallisation même de l'action de la diaspora camerounaise, a entrepris donc de se mettre comme étant la figure symbolique, représentative donc des Camerounais qui voulaient un changement. Il faut comprendre ici que la base a évolué pendant un bon moment. Évolué, pourquoi? Parce qu'au départ, elle mène des actions sur le terrain. Je vous ai parlé des assauts de l'ambassade. Je vous parle maintenant de l'évolution de la base, c'est-à-dire de l'état de terrain à l'état intellectuel. Elle a commencé donc à entreprendre des pétitions, à entreprendre des démarches politiques, à aller dans des rendez-vous internationaux, dans des séances plénières pour donner le dossier ou bien donner à comprendre ce qui s'est passé au Cameroun en ce qui concerne les violations des droits de l'homme dans les prisons et sur le terrain même de l'action politique au Cameroun. Là-bas se présente donc comme étant l'ouvrier qui permet au Camerounais lambda ou bien l'Africain reconnaissant les tumultes de la société noire en se proposant donc comme cela, la base agit sur tous les terrains pour revendiquer un mieux-être en Afrique et au Cameroun en particulier. Les figures de la base à l'époque, c'est des personnes comme Calibri Calibro, qui de ses actions, nous allons retenir l'action qu'il a posée le 25 février 2018, lorsqu'il y a eu attaque, lorsque le professeur Boris Kamto a fait une sortie pour demander aux populations camerounaises et membres du MSC de sortir pour faire ce qu'on a appelé la marche blanche. Calibri avait fait une sortie en face de l'ambassade pour avertir au gouvernement et aux autorités camerounaises que si quelqu'un était touché, menacé ou bien violenté par les forces de l'ordre camerounaises, alors la base investiguerait et ferait tout ce qui était à son pouvoir ou sera à son pouvoir pour répondre à la hauteur de l'action à ce qui se fera contre les Camerounais. Quelques figures de ces actions de récidive, donc parce que, je vous l'ai dit, il y a eu des arrestations, environ 400 personnes qui ont été arrêtées et embastillées. Il y a eu des coups de feu sur des civils au Cameroun et l'action de la base ne s'est pas fait attendre. Donc les figures donc, qui ont marqué cette riposte-là sont donc celles de Kamola Panthère, Salomé Tchapchet, Wanto, Barat qui détermine ici encore son pragmatisme et sa détermination à libérer les pays africains ou bien à contribuer de son action à ce qu'il y ait une libération panafricaine. Elle est originaire du Gabon, mais se considère comme étant une africaine en général. El Chenou, ressortissant d'Allemagne, qui a donc été celui-là qui a attaqué l'ambassade de Berlin pour démettre, selon lui, d'après ses dits, démettre l'ambassadeur de l'époque Mpaye, ambassadeur du Cameroun en Allemagne, de ses fonctions et accepter le professeur Moïse Kamto comme étant le président reconnu et élu du gouvernement camerounais. Le professeur Kamto, quant à lui, est une personne charismatique, représentée par son adhésion à la volonté camerounaise de la proximité entre les politiciens et les populations. Le professeur Moïse Kamto a un calme aussi déconfortant que rassurant parce que
D'une part, il ne tombe pas dans les mêmes schémas violents, récidivistes et réactionnaires que nous avons connus jusqu'ici avec l'opposition que nous avons qui parfois entre dans le jeu de l'insulte, le jeu du mépris vis-à-vis soit des politiques, soit de la population. Le professeur Moïse Kamto, lui, reste calme et parfois c'est adouci le discours quand il le faut. Donc il s'inscrit dans ce contexte comme étant l'un des rares politiciens qui sache vraiment jouer au jeu de la critique politique, mais aussi du silence politique. Voilà, en quelque sorte, mes amis,